Benjamin Minck. Bonsoir. Merci d'être sur le plateau de BFM TV. Vous êtes essayiste, économiste, président d'AM Conseil et proche de Nicolas Sarkozy. On vient de l'entendre, on était en direct évidemment sur BFM TV comme nous, vous l'avez entendu. Jacques Chirac ne sera pas présent à son procès. Le procès se déroulera normalement, mais hors de sa présence. Vous êtes choqué? Vous trouvez ça normal? Vous trouvez que c'est un motif? Je trouve que c'est la moins mauvaise solution. Enfin, chacun sait que l'état de santé de Jacques Chirac est mauvais. Et je trouve qu'il eût été triste pour lui et pour le pays que ce soit un spectacle. En même temps, le procès va se poursuivre. Est-ce qu'il a encore un sens ? Écoutez, c'est un procès pour l'histoire. C'est le procès d'une époque où le financement politique était de nature différente. Que ce procès termine ce chapitre, et puis voilà, et puis la page sera tournée. Il y a quand même... Ce qu'on oublie, vous savez, c'est qu'après une période de grand laxisme, parmi les pays occidentaux, la France est peut-être désormais celui qui a le système de contrôle des dépenses électorales le plus strict. Vous savez qu'un député qui dépense plus de 100 000 € est invalidé. Vous savez qu'il y a une limite, et même si elle est un tout petit peu tournée, elle ne l'est pas beaucoup. Donc je crois qu'il faut avoir à la fois la mémoire d'une époque épouvantablement laxiste, mais une certaine fierté d'être peut-être aujourd'hui les plus vertueux. Est-ce que ça remet en question quand même le statut pénal du président qui a été en février 2007 complètement conforté par la révision constitutionnelle? C'est-à-dire que Nicolas Sarkozy a conforté le fait qu'aucun président ne peut être inquiété pendant qu'il est au pouvoir. En février 2007, vous dites? Pardon, oui. Si c'est en février 2007, ça n'est pas Nicolas Sarkozy. Tout à fait. Non, absolument. Pardon de faire le pion. Non, mais vous avez tout à fait raison. Mais en tout cas, aujourd'hui, on ne peut rien faire contre un président au pouvoir, et c'est pour cela que ça a duré aussi longtemps. Oui. Est-ce que ça pose la question quand même? Attention, la révision constitutionnelle, dont je ne sais même plus, je crois qu'elle a été votée sous Jacques Chirac, mais je ne sais plus, ça n'est pas le sujet, d'une certaine façon, en contrepartie, accentue beaucoup la responsabilité judiciaire du président de la République dans l'exercice de ses fonctions, puisqu'on a mis en place une procédure d'impeachment à l'américaine. Et je trouve que c'est un équilibre raisonnable, c'est-à-dire le président est responsable dans l'exercice de ses fonctions, alors qu'avant il ne l'était pas, mais en revanche, nul n'a envie, dans une société hyper judiciaro-médiatique, de voir le chef de l'exécutif, tant qu'il est en place, soumis à un pilonnage. Dominique Strauss-Kahn est rentré, il est à Paris. Il va s'exprimer dans 15 jours. Comment vous avez vécu cela? Vous connaissez Dominique Strauss-Kahn, Anne Sinclair? Je vais vous répéter. De toute façon, vous nous avez tous imposé hier un cirque hallucinant du style, il débarque de l'avion, il prend sa valise, il ouvre la portière de sa voiture. Bon, c'était quand même une journée bizarre. C'est pas seulement nous. On n'est pas seulement responsable du cirque médiatique. Sans doute été à coup sûr. Vous êtes, disons, spectateur, acteur du cirque médiatique. Je vais vous répéter les banalités qu'on a tous marre de répéter. Que Dominique Strauss-Kahn est-il un homme talentueux et intelligent? Oui. Y a-t-il eu quelque chose de profond entre les Français et lui? Quel rôle il doit jouer aujourd'hui? Oui. Troisièmement, écoutez, il donnerait du temps au temps. Je pense que ce serait la meilleure manière de s'inventer un rôle. C'est-à-dire rester silencieux, rester discret. Je pense qu'il faut que le temps cicatrise les plaies mieux que ce que ses communicants semblent vouloir lui suggérer. Donc pas de prise de parole, en tout cas on se demande un peu pourquoi. On verra après, mais je ne suis pas sûr depuis longtemps que le type de communication que certains ont proposé à Dominique Strauss-Kahn avant même cette dramatique affaire ait toujours été la bonne. En tout cas, même pour lui. Même pour lui. Ou surtout pour lui et pour elle. La bataille au sein de l'UMP, on a l'impression qu'au Parti socialiste, on a un programme et on cherche un candidat. Il y a des primaires, il y en aura un. Mais à l'UMP, on a un candidat, même s'il n'est pas encore déclaré, on cherche quand même désespérément un programme et un positionnement. Un jour, on taxe les riches, un jour, on s'en prend aux cotisations des chômeurs, un jour, ce matin, on parle de privatisation. Enfin, on a un peu le sentiment qu'on ne sait pas où on est à la veille, alors que même, voilà, les bourses se cassent la gueule, que c'est compliqué. On est sur deux sujets différents. Pour l'instant, c'est la cour de récréation, mais dans les deux camps, l'ordre régnera très vite dès qu'on sera en campagne. Les gens de la majorité n'ont aucune envie de perdre le pouvoir, car si Nicolas Sarkozy était battu, je ne suis pas sûr qu'il y aurait beaucoup de députés UMP qui reviendraient, et ça, ils le savent très bien. Et je pense que les socialistes ont très envie de reprendre le pouvoir, et donc, une fois la primaire passée, ils se mettront en rang derrière le ou la candidate. Alors, le problème des niches, ça, c'est autrement plus sérieux. Je vais vous dire une chose qui, moi, me frappe. Faut-il que nous ayons été, ou que nous soyons encore un pays incroyablement riche,
pour avoir pu accumuler comme ça, d'année en année, des dizaines de milliards de niches. Des niches fiscales. Alors, des niches fiscales dont l'utilité est, pour certaines, voisine de zéro. Je trouve ça très réjouissant. Parce qu'avant d'entrer dans le dur des économies budgétaires, on va déjà pouvoir enlever l'écume des choses, c'est-à-dire les niches. Et donc, c'est une espèce de réserve qui est là et qui va pouvoir au moins faire plusieurs dizaines de milliards d'économies budgétaires dans les 2-3 ans qui viennent. Oui, mais enfin, on a un Premier ministre, François Fillon, qui vient et qui annonce un plan, et puis 24 heures après, 48 heures après, ça continue encore ce week-end, on revient sur un certain nombre de mesures, et on a un ancien Premier ministre qui remet en question la TVA sur les parcs à thème, 90 millions d'euros. Attendez, je me fous que ce soit les parcs à thème, les palaces, ou je ne sais quoi. Oui, c'est ça, mais quand même, si, vous avez votre idée là-dessus. Attendez, non, la seule chose dont je suis sûr, c'est que nous ne pouvons pas perdre notre triple A. Il y a un montant d'économie à faire et que ce montant d'économie sera fait. Alors après qu'il y ait une bataille pour savoir qui paye, mais vous verrez qu'on aura encore une suppression de niche, quel que soit le pouvoir en place l'année prochaine. Et en effet, vous vous rendez compte ce que c'est d'avoir accumulé 80 milliards comme ça? Nous étions très riches. J'ai dit nous étions. Nous ne sommes plus aussi riches. Quand même, votre avis, alors là, plus technique. La TVA sur les parcs à thème, c'est oublié. Comment on retrouve l'argent? Est-ce qu'on va sur les palaces? C'est la question. On a parlé de la cession, des cessions des brevets, c'est-à-dire les crédits impôts recherche, qui était une mesure... tout ça, c'est des jeux. La vraie question à mes yeux, c'est que je crois que les pays européens, les 27 pays européens, devraient ensemble augmenter la TVA de 2 à 3%. Ensemble, pour ne pas avoir de distorsion entre eux. Et je vous assure que si ce geste était fait, ça saisirait de stupeur ce qu'on appelle les marchés et ça aurait un effet psychologique majeur. Alors, on n'y est pas. Quel gouvernement serait capable? Angela Merkel est en difficulté, Nicolas Sarkozy est très bas dans les sondages, on est tous avant des élections. La pression, les marchés sont insupportables, mais ils ont quand même une vertu, c'est qu'ils nous obligent à bouger. Vous allez voir, après ce qui s'est passé aujourd'hui, les inquiétudes qui renaissent sur la Grèce, vous allez voir qu'il y aura un pas de plus dans les semaines qui viennent sur la construction européenne. Et de ce point de vue, je trouve qu'il faudrait regarder de très près ce qui est en train de se passer en Allemagne. Il est évident que la prochaine coalition gouvernementale, dirigée ou non par Angela Merkel, sera beaucoup plus européenne que la coalition actuelle. Et ça, vous avez aujourd'hui le parti d'Angela Merkel qui a marqué très clairement, la CDU, qu'elle voulait une politique pro-européenne, et quelqu'un qui est candidat à sa succession, Mme von der Leyen, a parlé d'États-Unis d'Europe. Ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas entendu parler. Mais c'est sous la pression des événements et de la crise. Le SPD, les socialistes sont pro-européens. Les Verts sont pro-européens. Le malheur est que Mme Merkel est prisonnière de 2 micro-partis, pour l'instant, la CSU et le FDP, qui sont moins pro-européens. Mais vous verrez que l'Allemagne est en train de comprendre que si l'Italie saute, l'Allemagne saute et le monde saute. Je veux dire, l'Italie, ça n'est pas la Grèce. Et donc, les marchés insupportables, certes, vont nous obliger à aller de l'avant. Donc, concrètement, devant ce qui se passe aujourd'hui, tempête boursière, encore journée noire, -4, -5 sur toutes les bourses européennes, ça va faire progresser l'Europe. Vous verrez que, comme à chaque crise, les Européens réagiront par un pas en avant supplémentaire. Mais en France, est-ce que, par exemple, vous souhaitez qu'il y ait cette fameuse réunion du Congrès pour que la règle d'or c'est pas la réunion du Congrès qui me paraît essentielle. J'aimerais beaucoup que les Français se comportent avec la même maturité que la classe politique espagnole. Car je pense que d'ailleurs les marchés, comme on dit, vont s'en rendre compte. L'Espagne vient de voter à l'unanimité la règle d'or. Et j'aurais bien aimé qu'elle soit votée à l'unanimité ici. Pourquoi? Ne serait-ce même que parce que ce ne serait pas inutile pour les socialistes, s'ils viennent au pouvoir, de s'être imposé avant cette ceinture de chasteté. Oui, mais vous avez vu Ségolène Royal sur le plateau de BFM TV, chez Olivier Mazerolles hier, François Hollande également, disent oui, la règle d'or, on est d'accord, mais après les élections. C'est un pas en avant. Eh bien, je pense que les socialistes français devrait avoir la même maturité, en l'occurrence que le Parti populaire espagnol, qui, bien que dans l'opposition, à un mois de gagner les élections, est allé voter une proposition, là, des socialistes espagnols. Et quand on sera entouré de pays qui auront tous voté la règle d'or, on aura l'air fin de ne pas l'avoir fait. Juste un petit mot, je reviens sur la tempête boursière et la fragilisation des banques françaises. Christine Lagarde a répété dans Der Spiegel que les banques françaises devaient être recapitalisées. Est-ce que je peux tenir un propos politiquement incorrect? Et je vous en prie, j'aimerais bien, je veux bien. Je trouve que Christine Lagarde commence à tourner à la porte-parole d'origine française d'une administration américaine qui s'appelle le FMI.
Je pense qu'elle ne prend pas assez de distance, à la différence de ce que faisait son prédécesseur, avec ce qui sort de la machine du FMI. Ce que dit l'administration du FMI est exactement ce que disent les hedge funds anglo-saxons. Moi, je ne suis pas comme Mme Parisot, je parle évidemment pas de complot, mais de cohérence intellectuelle. Et je trouve que Mme Lagarde devrait, de ce point de vue, réfléchir à ne pas être le simple porte-parole de ce point de vue, de ces points de vue. Vous avez vu à quel point les institutions européennes, qui ne sont quand même pas des institutions insignifiantes, la Banque centrale européenne, ont été amenées à répondre assez vertement. Il y a des banques sous-capitalisées. Elles seront recapitalisées. Mais vous savez quel est le genre de raisonnement absurde qui conduit à dire que les banques européennes sont sous-capitalisées? Vous avez des notes où on dit la dette italienne va être divisée par 2. Et donc, les banques ne sont pas en état de le supporter. Penser que l'Italie puisse un jour faire faillite, c'est une inculture absolue par rapport à ce qu'est l'Italie. Penser que l'Italie pourrait faire faillite... Elle a changé, donc Christine Lagarde. Elle était ministre en France et maintenant, c'est plus la même personne. Je préférais Christine Lagarde répétant ce que lui disait la direction du Trésor française à Christine Lagarde répétant ce que lui dit l'administration américaine du FMI. Elle n'a aucune personnalité alors? Pardon? Elle n'a aucune personnalité? Elle a un très grand talent. Elle a très grand talent pour fabriquer des consensus, elle a une immense classe, mais je ne suis pas sûr qu'elle ait au fond d'elle-même les fondamentaux économiques qui devraient l'amener à être plus prudente. Pardon de ce propos iconoclaste, mais pardon, puisque maintenant il paraît que c'est une gloire nationale. Je vous en remercie, c'est toujours très intéressant. Vous connaissez bien Martine Aubry, vous connaissez bien François Hollande. C'est une primaire qui s'annonce comme un match entre les deux. Quel est le meilleur adversaire pour Nicolas Sarkozy? Écoute, il ne m'appartient pas de me mêler de cela, surtout parce qu'avec un des deux candidats, je peux avoir une relation non politique d'amitié. Donc je vous laisse à votre jugement. Non, mais vous voyez... Non, mais vous n'y arriverez pas. C'est pas la peine. On ne fait pas boire un âne qui n'a pas soif. Vous voyez qui à l'arrivée écoutez, vous n'alliez pas y arriver. Mais si, j'essaye quand même. Non, parlons d'autre chose. J'essaye quand même. Parce que Nicolas Sarkozy peut gagner l'élection présidentielle. La gauche peut la perdre. La gauche peut la perdre. Ça ne veut pas dire qu'il peut la gagner, donc. J'ai dit, la gauche peut la perdre. Je pense que si la gauche avait un programme économique raisonnable, comme les autres partis socialistes... alors c'est plutôt François Hollande, parce que c'est ce qu'il dit. Non, les programmes, ils ont tous voté le même programme qui est absolument incompatible avec la situation actuelle. Je pense que le problème des socialistes français est toujours le même. C'est-à-dire que leur projet, qui aurait été moderne en 1981, est aujourd'hui décalé par rapport à la situation. Parce que qu'il y ait partout un désir d'alternance, on en a la preuve en Allemagne. S'il y a bien un chef de gouvernement devant laquelle on devrait mettre des cierges de reconnaissance, c'est Mme Merkel, compte tenu de la situation allemande. Elle perd élection sur élection. Absolument, encore une aujourd'hui. Mais elle perd élection sur élection. Pourquoi aussi? Parce que son opposition tient un discours qui est compatible avec le monde économique dans lequel on est. Juste un mot, vous avez entendu que Jean-Vincent Placé a été qualifié de coréen national par Alain Marlex, le monsieur élection de l'UMP. Il porte plainte aujourd'hui pour injure à ça. Écoutez, en soi, je trouve qu'il a bien raison. Et le fils d'immigré que je suis déteste lire ce genre de choses. Et je pense que M. Marlex, alors quand on parle d'excuses sur tous les sujets, M. Marlex ferait bien de présenter les siennes. Merci beaucoup Alain Minc pour ce langage non politiquement incorrect, en tout cas sur Christine Lagarde et sur le reste. Merci d'être venu sur BFM TV. Restez avec nous. Après le journal de 19h30 de Jean-Rémy Baudot, c'est notre duel. Jean-François Kahn, Alain Madelin. À tout de suite.